Je suis sorti du travail et j'ai figé. Le parking souterrain de mon immeuble de bureau était généralement calme à 7 heures du soir. Juste le léger bourdonnement des ventilateurs et l'écho occasionnel de pas. Mais alors que je tournais au coin de mon emplacement de stationnement assigné, celui pour lequel je payais un supplément chaque mois, le silence fut brisé par une image si violemment choquante qu'elle me noue à l'estomac. Mon emplacement n'était pas vide. C'était une scène de crime. Mon tout nouveau Ford F-250 personnalisé, d'une valeur de 80 000 $, le camion que j'avais sorti de la concession il y a exactement 14 jours, était complètement détruit. L'énorme calandre avant était froissé comme une canette de soda jetée, profondément encastré dans un pilier en béton armé. Des phares et un pare-brise brisé scintillaient sur l'asphalte, comme des diamants éclatés. Une flaque de liquide de refroidissement vert foncé s'étendait lentement vers mes chaussures de ville, se mêlant à l'odeur âpre et toxique du caoutchouc brûlé et du métal broyé. Ma poitrine s'est serrée si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant d'une rage froide et aveuglante, et j'ai composé le numéro des seules personnes qui, à mon avis, pouvaient me donner une réponse. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Maman, mon camion, j'ai halté, fixant les airbags déployés qui pendaient comme des fantômes morts à l'intérieur de la cabine. Quelqu'un a détruit mon camion. Oh, chérie, calme-toi. Sa voix a flotté à travers le haut-parleur, dégoulinante de ce mépris doucereux et désinvolte que je connaissais trop bien. Ton frère l'a pris pour une virée. Ce n'était qu'une erreur. Il a besoin de soutien en ce moment, pas de ta colère. Mon frère Brantley, ce parasite de 29 ans qui avait déjà détruit 3 voitures au cours des 5 dernières années. Je suis resté là, écoutant le grésillement de la ligne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé comment il avait obtenu les clés. J'ai juste raccroché. Et pour la première fois de mes 32 ans de vie, j'ai composé le 911. Il pensait avoir juste cassé un morceau de métal. Mais ce que Brantley a détruit ce jour-là, ce n'était pas seulement un camion. C'était le tout dernier maillon me liant à cette famille toxique. Pour comprendre pourquoi un camion écrasé m'a fait tourner le dos à ma propre chair et à mon propre sang, il faut comprendre la dynamique dans laquelle j'ai grandi. Je m'appelle Gannon. J'ai 32 ans, je travaille comme responsable de réseau logistique à Denver. Je suis celui qui coordonne les horaires de fret, gère les chaînes d'approvisionnement et fait face à des délais inflexibles. Toute ma vie professionnelle est bâtie sur la résolution de problèmes, le transport de lourdes charges et l'assurance que tout fonctionne parfaitement. Mais ce n'était pas seulement mon travail. C'était mon rôle dans ma famille depuis le jour de ma naissance. J'étais l'enfant invisible, le fiable, celui qui n'avait pas besoin d'éloges, pas besoin d'aide, et apparemment pas besoin de respect. Si vous êtes le frère ou la sœur responsable de votre famille, vous savez exactement de quoi je parle. Les gens vous appellent « mature », comme si c'était un compliment, mais c'est en fait un piège. Cela signifie simplement qu'ils s'attendent à ce que vous absorberez tout le stress, gériez toutes les factures et nettoyez les dégâts que l'enfant chéri laisse derrière lui. Brantley était le garçon chéri de mes parents. Il était bruyant, charismatique, passant constamment d'une start-up crypto ratée à l'autre, se faisant appeler entrepreneur tout en vivant sans loyer dans sa chambre d'enfance. Il était allergique au travail acharné mais accro à un style de vie luxueux. Et mes parents, Thaddeus et Marie, ont permis chaque seconde de cela. Alors que je me tenais là, fixant l'épave mutilée de mon rêve à 80 000 $, je n'ai pas seulement vu un bloc moteur détruit. J'ai vu une vie entière de manque de respect pliée dans cet acier écrasé. J'ai vu tous les quarts de 14 heures que j'ai travaillé par des températures inférieures à 0 dans un chantier de fret dans la vingtaine, économisant chaque dollar pendant que Brantley faisait la fête à Miami avec les cartes de crédit de mes parents, à leur maximum. J'ai vu le regard d'indifférence totale sur le visage de ma mère lorsque j'accomplissais quelque chose de monumental, comme obtenir une promotion ou rembourser mes prêts étudiants, comparé à la parade absolue qu'ils organisaient si Brantley réussissait à garder un emploi à temps partiel pendant 3 semaines consécutives. La froide réalisation qui m'a envahi dans ce parking sombre était lourde. Mon camion n'avait pas été volé par un voleur au hasard à la recherche de pièces. Un voleur au hasard l'aurait pris, dépecé et aurait disparu. Cela aurait été une tragédie, mais une simple. C'était tellement pire. C'était un acte de suprême droit. Brantley avait pris ma propriété parce qu'il croyait fondamentalement que ce qui était à moi était à lui. Et mes parents l'avaient justifié parce qu'ils croyaient que mon seul but dans la vie était de servir d'amortisseur pour les échecs de mon frère.
J'ai regardé le métal tordu de la porte côté conducteur. La poignée était arrachée. L'intérieur en cuir personnalisé que j'avais attendu 6 mois pour faire coudre était couvert de poussière d'airbag et de boissons énergisantes renversées. J'ai senti un muscle de ma mâchoire tressauter. L'opérateur de la police a répondu, demandant la nature de mon urgence. Ma voix, quand j'ai parlé, était complètement calme, complètement vide du fils obéissant que j'étais autrefois. Je voudrais signaler un vol de véhicule qualifié et une destruction majeure de propriété, ai-je dit. Jusqu'où étais-je prêt à aller pour leur faire payer? Chaque famille a une histoire, mais la mienne ressemblait davantage à un musée de la douleur. Un long couloir silencieux affichant chaque fois où j'avais été mis de côté pour que Brantley puisse briller. Pendant que j'attendais l'arrivée de la police au parking, fixant la flaque de liquide de refroidissement qui s'étendait sur le béton, mon esprit a involontairement traversé ce musée. Je devais me souvenir. Je devais maintenir la colère vive car je savais que le sentiment de culpabilité que mes parents allaient me faire subir serait légendaire. Je devais construire une forteresse de souvenirs pour y résister. Laissez-moi vous montrer le premier artefact de mon musée. J'avais 18 ans. J'avais passé tout l'été à travailler le quart de nuit dans un entrepôt frigorifique. C'était un travail brutal. Je transportais des palettes congelées, mes doigts engourdis à travers des gants à double épaisseur, mon dos hurlant à la fin de chaque quart de 10 heures. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent pour mes études. Fin août, j'avais économisé exactement $2000. Il était sur un compte bancaire joint que mon père, Thaddeus, avait ouvert pour moi quand j'étais mineur. Un mardi matin, je suis allé au guichet automatique pour retirer les fonds afin de payer les frais de scolarité de mon collège communautaire. L'écran a affiché « Fonds insuffisants ». Le solde était de $12,40. La panique m'a serré la gorge. J'ai couru à la maison, pensant que mon identité avait été volée. J'ai trouvé mon père dans la cuisine, lisant le journal. Quand je lui ai dit frénétiquement que l'argent avait disparu, il n'a même pas levé les yeux. « Oh » dit-il avec désinvolture. Brantley avait besoin d'un ordinateur haut de gamme pour une chaîne de jeux qu'il lance. C'est un investissement, Gannon. Tu peux juste prendre un prêt étudiant. Tu as un bon crédit. Je me souviens de l'air qui a quitté mes poumons. Brantley avait 20 ans à l'époque, sans emploi, dormant jusqu'à midi. Il a eu un équipement de jeu à $2000 construit sur ma sueur gelée, et j'ai eu une décennie de dettes étudiantes. Le deuxième artefact était encore plus douloureux parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de sentiments. Mon oncle Ian, le frère aîné de mon père, était la seule personne de la famille qui m'ait jamais vraiment vu. Quand j'ai eu 21 ans, il m'a offert une montre mécanique vintage qui avait appartenu à mon grand-père. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais elle était incroyablement précieuse, tant sur le plan monétaire qu'émotionnel. C'était la seule chose de réelle valeur que je possédais. 2 ans plus tard, je vivais dans un petit appartement et j'ai commis l'erreur de laisser Brantley squatter mon canapé pendant un week-end après qu'il se soit fait virer de chez sa petite amie. Le lundi matin, Brantley était parti, et la montre aussi. J'ai fouillé l'appartement de fond en comble. Je l'ai finalement retrouvé dans un prêteur sur gage à 3 villes de là. Brantley avait mis en gage la montre de mon grand-père pour $500 afin de pouvoir s'offrir un service de bouteille VIP dans une boîte de nuit pour impressionner des étrangers. Quand je l'ai confronté, il m'a ri au nez. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais appeler la police, ma mère, Marie, a simulé une crise totale. Elle s'est effondrée par terre, pleurant, serrant mes chevilles. « Gannon, s'il te plaît » sanglotait-elle. Un casier judiciaire ruinera son brillant avenir. C'est ton frère. Tu es le fort. Tu peux t'en remettre. La famille pardonne. Je n'ai pas appelé la police ce jour-là. Je les ai laissés m'étouffer avec leur culpabilité. J'ai fait des heures supplémentaires pendant un mois pour racheter la montre moi-même au prêteur sur gage. C'était ça, le schéma. J'étais le bourreau de travail fiable. Je traquais les trains de marchandises à 3 heures du matin, calculant les temps de transit et les coûts de carburant, construisant une vie solide et tranquille. Brantley postait des selfies près de piscines de luxe, portant des vêtements de marque achetés avec les cartes de crédit de Thaddeus, vivant une vie d'illusion absolue. Et chaque fois que l'illusion se fissurait, chaque fois que les factures arrivaient, ou que les conséquences rattrapaient, on s'attendait à ce que j'intervienne et que je sois le filet de sécurité. Mais en regardant mon Ford F-250 écrasé,
j'ai réalisé quelque chose de profond. Un filet de sécurité est censé attraper quelqu'un quand il tombe accidentellement. Ma famille ne tombait pas. Ils sautaient activement des falaises, s'attendant pleinement à ce que je m'allonge au fond pour qu'ils aient quelque chose de doux sur quoi atterrir. Ils exigeaient mes ressources, ma santé mentale et ma propriété pour alimenter les illusions de Brantley. J'ai regardé les phares brisés à nouveau. Le camion était un symbole. C'était la première chose vraiment sympa que je m'étais jamais permise d'acheter. C'était 80 000 $ de pur travail acharné, non adultéré. Il était censé être à moi, mais à leurs yeux, rien de ce que je possédais n'était vraiment à moi. C'était juste une propriété familiale attendant d'être réquisitionnée par l'enfant chéri. Les lourdes portes en acier du parking se sont ouvertes en grinçant, et un véhicule de police a lentement descendu la rampe, ses gyrophares clignotant en bleu et rouge contre les murs de béton. Le moment de vérité était arrivé. Je pouvais jouer le bon fils, le fort, et laisser couler. Ou je pouvais brûler tout le système. Avez-vous déjà réalisé qu'être le plus mature est juste une façon polie de dire que l'on s'attend à ce que vous souffriez en silence? Si vous connaissez ce sentiment, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant, car ce qui s'est passé ensuite a été le moment où j'ai finalement décidé de parler, avant que la voiture de police ne s'arrête complètement devant mon camion en ruine. Je devais solidifier ma détermination. Le conditionnement d'une famille toxique est profondément ancré. C'est un poison qui vous fait douter de votre propre santé mentale, vous faisant vous demander si vous ne réagissez pas de manière excessive. Pour le combattre, je devais me rappeler les voitures. L'histoire de Brantley avec les véhicules était une véritable leçon d'irresponsabilité catastrophique. Ce camion de 80 000 $ n'était pas sa première victime. C'était sa quatrième. La voiture numéro 1 était une Honda Civic décente et fiable, offerte à Brantley comme cadeau de fin d'études secondaires. Un cadeau qu'il n'avait pas gagné. 3 mois après avoir eu les clés, il l'a projeté contre une boîte aux lettres en briques dans notre quartier de banlieue parce qu'il essayait de filmer une vidéo virale pour les réseaux sociaux tout en roulant à grande vitesse dans une zone résidentielle. Mes parents ne l'ont pas puni. Ils ne l'ont pas forcé à payer les dégâts. Thaddeus lui a simplement tapoté l'épaule, a dit « Les garçons seront toujours des garçons », et a payé le propriétaire en colère en espèces pour éviter un rapport de police. La voiture numéro 2 était le piège qui a failli ruiner ma vie. Quand Brantley a eu 23 ans, mes parents ont décidé qu'il avait besoin d'une berline allemande de luxe pour projeter une image de succès pour sa nouvelle entreprise immobilière. Une entreprise qui consistait entièrement à imprimer des cartes de visite et à ne faire aucun travail réel. Mais le crédit de Thaddeus était à son maximum, et Marie avait déposé le bilan stratégique des années auparavant. Alors, ils sont venus me voir. Ils m'ont invité à dîner, m'ont servi mon vin préféré, puis ont tendu le piège. Ils avaient besoin d'un co-signataire. J'ai refusé pendant 2 heures d'affilée. Mais ensuite, les larmes ont commencé, les culpabilisations, les discours sur la façon dont mon excellent score de crédit était un atout familial, une bénédiction qui devrait être partagée. Tu es son frère, Ganon. Ma mère avait pleuré. Si tu ne fais pas ça, tu lui dis que tu ne crois pas en lui. Contre tous mes instincts, j'ai signé les documents. Pendant 6 mois, mes parents ont effectué les paiements. Puis ils ont arrêté. Ils ont affirmé que Brantley était juste, entre de grosses affaires. J'ai commencé à recevoir des appels de recouvrement. Puis l'inévitable s'est produit. Brantley a percuté une mini-fourgonnette par l'arrière à un feu rouge alors qu'il conduisait sous l'influence de médicaments sur ordonnance. La voiture a été déclarée perte totale. Le montant de l'assurance n'a même pas suffi à couvrir le prêt à perte. Et comme Brantley était au chômage et que mes parents étaient fauchés, la banque s'est retournée contre le co-signataire. Moi. J'ai dû assumer une dette de 15 000 $ pour sauver mon propre score de crédit. J'ai passé 3 années agonisantes à manger des nouilles ramen bon marché, à sauter les vacances et à porter des chaussures jusqu'à ce que les semelles soient usées, juste pour rembourser une voiture de luxe que je n'ai même jamais conduite. Le seul commentaire de Brantley lorsque je l'ai confronté, « Tu gagnes bien ta vie, frérot. Ne sois pas si radin. » La voiture numéro 3 était la vieille berline de mon père. Brantley l'a empruntée indéfiniment, l'a conduite pendant 2 ans sans jamais changer l'huile ni vérifier les fluides, et a fait exploser le moteur sur l'autoroute. Thaddeus a juste soupiré et a contracté un prêt sur salaire à intérêt élevé pour acheter un remplacement. C'était l'héritage avec lequel je devais composer. Alors,
quand j'ai finalement atteint un point dans ma carrière où je pouvais confortablement me permettre le véhicule de mes rêves, je me suis absolument assuré que mon nom était le seul sur les papiers. Je suis entré chez le concessionnaire Ford, j'ai choisi le F250 personnalisé avec l'ensemble de remorquage amélioré et la garniture noire nuit, et je l'ai payé. Pas de co-signataire, pas de faveur familiale. C'était un monument à mon indépendance. Chaque fois que je serrais ce volant en cuir, je ressentais un sentiment de liberté absolue. C'était le seul endroit au monde où le dysfonctionnement de ma famille ne pouvait pas m'atteindre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le regardant maintenant, violemment écrasé contre le béton, le message était douloureusement clair. Il ne voulait pas seulement utiliser mes ressources. Il voulait détruire mes limites. Si j'appelais une dépanneuse aujourd'hui, si je déposais une simple demande d'indemnisation et laissais mes parents balayer cela sous le tapis avec de vaines promesses de me rembourser un jour, j'acceptais une peine à perpétuité. Je confirmais que peu importe ce que je construisais, Brantley avait le droit de le démolir, et je serais toujours là avec un balai pour ramasser les morceaux. Les lourdes portes en acier du parking se sont ouvertes en gémissant, et une voiture de police a lentement descendu la rampe, son gyrophare clignotant en bleu et rouge contre les murs de béton. Le moment de vérité était arrivé. Je pouvais jouer le bon fils, le fort, et laisser couler. Ou je pouvais brûler tout le système. Avez-vous déjà réalisé qu'être le plus mature est juste une façon polie de dire que l'on s'attend à ce que vous souffriez en silence? Si vous connaissez ce sentiment, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant, car ce qui s'est passé ensuite a été le moment où j'ai finalement décidé de parler, avant que la voiture de police ne s'arrête complètement devant mon camion en ruine. Je devais solidifier ma détermination. Le conditionnement d'une famille toxique est profondément ancré. C'est un poison qui vous fait douter de votre propre santé mentale, vous faisant vous demander si vous ne réagissez pas de manière excessive. Pour le combattre, je devais me rappeler les voitures. L'histoire de Brantley avec les véhicules était une véritable leçon d'irresponsabilité catastrophique. Ce camion de 80 000 $ n'était pas sa première victime. C'était sa quatrième. La voiture numéro 1 était une Honda Civic décente et fiable, offerte à Brantley comme cadeau de fin d'études secondaires. Un cadeau qu'il n'avait pas gagné. 3 mois après avoir eu les clés, il l'a projeté contre une boîte aux lettres en briques dans notre quartier de banlieue parce qu'il essayait de filmer une vidéo virale pour les réseaux sociaux tout en roulant à grande vitesse dans une zone résidentielle. Mes parents ne l'ont pas puni. Ils ne l'ont pas forcé à payer les dégâts. Thaddeus lui a simplement tapoté l'épaule, a dit « Les garçons seront toujours des garçons », et a payé le propriétaire en colère en espèces pour éviter un rapport de police. La voiture numéro 2 était le piège qui a failli ruiner ma vie. Quand Brantley a eu 23 ans, mes parents ont décidé qu'il avait besoin d'une berline allemande de luxe pour projeter une image de succès pour sa nouvelle entreprise immobilière. Une entreprise qui consistait entièrement à imprimer des cartes de visite et à ne faire aucun travail réel. Mais le crédit de Thaddeus était à son maximum, et Marie avait déposé le bilan stratégique des années auparavant. Alors, ils sont venus me voir. Ils m'ont invité à dîner, m'ont servi mon vin préféré, puis ont tendu le piège. Ils avaient besoin d'un co-signataire. J'ai refusé pendant 2 heures d'affilée. Mais ensuite, les larmes ont commencé, les culpabilisations, les discours sur la façon dont mon excellent score de crédit était un atout familial, une bénédiction qui devrait être partagée. Tu es son frère, Ganon. Ma mère avait pleuré. Si tu ne fais pas ça, tu lui dis que tu ne crois pas en lui. Contre tous mes instincts, j'ai signé les documents. Pendant 6 mois, mes parents ont effectué les paiements. Puis ils ont arrêté. Ils ont affirmé que Brantley était juste, entre de grosses affaires. J'ai commencé à recevoir des appels de recouvrement. Puis l'inévitable s'est produit. Brantley a percuté une mini-fourgonnette par l'arrière à un feu rouge alors qu'il conduisait sous l'influence de médicaments sur ordonnance. La voiture a été déclarée perte totale. Le montant de l'assurance n'a même pas suffi à couvrir le prêt à perte. Et comme Brantley était au chômage et que mes parents étaient fauchés, la banque s'est retournée contre le co-signataire. Moi. J'ai dû assumer une dette de 15 000 $ pour sauver mon propre score de crédit. J'ai passé 3 années agonisantes à manger des nouilles ramen bon marché, à sauter les vacances et à porter des chaussures jusqu'à ce que les semelles soient usées, juste pour rembourser une voiture de luxe que je n'ai même jamais conduite. Le seul commentaire de Brantley lorsque je l'ai confronté, « Tu gagnes bien ta vie, frérot. Ne sois pas si radin. » La voiture numéro 3 était la vieille berline de mon père.
Brantley l'a empruntée indéfiniment, l'a conduite pendant 2 ans sans jamais changer l'huile ni vérifier les fluides, et a fait exploser le moteur sur l'autoroute. Thaddeus a juste soupiré et a contracté un prêt sur salaire à intérêt élevé pour acheter un remplacement. C'était l'héritage avec lequel je devais composer. Alors, quand j'ai finalement atteint un point dans ma carrière où je pouvais confortablement me permettre le véhicule de mes rêves, je me suis absolument assuré que mon nom était le seul sur les papiers. Je suis entré chez le concessionnaire Ford, j'ai choisi le F250 personnalisé avec l'ensemble de remorquage amélioré et la garniture noire nuit, et je l'ai payé. Pas de co-signataire, pas de faveur familiale. C'était un monument à mon indépendance. Chaque fois que je serrais ce volant en cuir, je ressentais un sentiment de liberté absolue. C'était le seul endroit au monde où le dysfonctionnement de ma famille ne pouvait pas m'atteindre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le regardant maintenant, violemment écrasé contre le béton. Le message était douloureusement clair. Il ne voulait pas seulement utiliser mes ressources. Il voulait détruire mes limites. Si j'appelais une dépanneuse aujourd'hui, si je déposais une simple demande d'indemnisation et laissais mes parents balayer cela sous le tapis avec de vaines promesses de me rembourser un jour, j'acceptais une peine à perpétuité. Je confirmais que peu importe ce que je construisais, Brantley avait le droit de le démolir, et je serais toujours là avec un balai pour ramasser les morceaux. L'officier de police est sorti du véhicule. C'était un homme grand et solidement bâti, avec des cheveux argentés aux tempes et une plaque nominative indiquant au torrent. Il a ajusté sa ceinture utilitaire, a jeté un coup d'œil au carnage et a laissé échapper un long et grave sifflement qui a résonné dans le garage vide. « Bonsoir, monsieur », a dit l'officier Torrent, sa voix profonde et rocailleuse. Le répartiteur a dit que vous avez signalé un véhicule volé, mais il semble qu'il n'ait pas été très loin. J'ai pris une profonde inspiration, sentant les dernières chaînes dorées de la loyauté familiale se briser dans ma poitrine. Il n'a pas seulement été volé, officier, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Il a été pris par mon frère et je veux porter toutes les accusations possibles en vertu de la loi. Torrent a fait une pause, sortant un bloc-notes. Vous réalisez qu'une fois que ce train a quitté la gare, vous ne pouvez pas l'arrêter simplement parce que votre mère est contrariée, n'est-ce pas? J'ai regardé la dette de 15 000 $ du passé, l'argent volé pour mes études, la montre mise en gage et le camion ruiné de 80 000 $ devant moi. Je sais exactement ce que je fais, ai-je répondu. Commençons les formalités. Comment mes parents réagiraient-ils quand ils réaliseraient que je ne jouais plus leur jeu? L'officier Torrent était un homme qui semblait avoir vu toutes les variations de la stupidité humaine que Denver avait à offrir. Il n'a pas immédiatement commencé à écrire sur son bloc-notes. Au lieu de cela, il a fait le tour lentement de l'épave de mon F250, sa lampe de poche fendant la pénombre du garage pour illuminer l'extrême violence de l'impact. Le pare-choc avant était déchiqueté au-delà de toute reconnaissance. Le capot se pliait vers le haut comme une tente pointue, et les airbags pendaient mollement à l'intérieur de la cabine, comme des ballons dégonflés. « Votre nom est-il le seul sur le titre de propriété » a demandé Torrent, éclairant la plaque d'immatriculation. « Oui » ai-je répondu, sortant mon portefeuille en cuir de ma poche. Je lui ai tendu mon permis de conduire et l'immatriculation numérique de mon téléphone. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, payé en totalité. Mon frère n'a absolument aucun droit légal sur ce véhicule. Il n'est pas sur mon assurance. Il ne vit pas avec moi et il n'avait certainement pas ma permission. Torrent a vérifié les documents, son expression indéchiffrable. Puis il a pointé du doigt le dôme sombre d'une caméra de sécurité fixée au plafond, directement au-dessus de ma place de parking. Allons voir si le gérant de l'immeuble est toujours au bureau de sécurité. Si votre frère a fait cela, nous devons le mettre au volant. Le bureau de sécurité était une petite pièce excessivement climatisée au rez-de-chaussée. Le gardien de nuit, un jeune homme qui semblait terrifié par la présence policière, a rapidement mis en file d'attente les images du garage du sous-sol. Nous nous tenions derrière lui, regardant le moniteur en noir et blanc. L'horodatage indiquait 17h30. Le garage était presque vide. Soudain, une silhouette a trébuché dans le cadre. C'était Brantley, même en noir et blanc granuleux. Je pouvais reconnaître sa ridicule veste de designer surdimensionnée et sa démarche erratique et dégingandée. Il était visiblement ivre, chancelant lourdement en s'approchant de mon camion. Ce qui a instantanément glacé mon sang, c'est ce qui s'est passé ensuite. Brantley n'a pas cassé une vitre. Il n'a pas démarré le contact avec un fil.
Il a simplement plongé la main dans sa poche, a sorti une télécommande et a cliqué dessus. Les lumières du camion ont clignoté joyeusement dans l'obscurité. Il est monté sur le siège du conducteur. « Comment a-t-il eu une clé ?» a demandé Torrent, sa voix basse. J'ai fixé l'écran, une nausée s'emparant de mes entrailles. Je n'en ai aucune idée. Je garde la clé de rechange dans un coffre-fort chez moi. Mes parents sont les seuls à connaître le code en cas d'urgence. Sur l'écran, les feux stop du camion se sont allumés. Brantley a enclenché la marche arrière, les pneus fumant alors qu'il accélérait beaucoup trop vite, manquant de peu une berline garée. Puis, sans s'arrêter complètement, il a enclenché la marche avant et a écrasé la pédale d'accélérateur. Le lourd camion a bondi en avant avec une vitesse terrifiante, a traversé la voie et a percuté de plein fouet le pilier en béton armé. La caméra a tremblé sous l'impact. Nous avons regardé en silence mort la porte du conducteur s'ouvrir une minute plus tard. Brantley est sorti en titubant, toussant à cause de la poussière des airbags. Il s'est appuyé contre le côté du camion en ruine, a sorti son téléphone portable et a passé un appel rapide. Il a parlé moins d'une minute, a raccroché, puis a littéralement trotté vers la cage d'escalier, laissant derrière lui $80 000 de destruction. Le gardien de sécurité a mis la vidéo en pause sur le visage en fuite de Brantley. Torrent a croisé les bras, se tournant pour me faire face. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient agressivement. « Mon fils, je vais être franc avec vous », a dit Torrent, me regardant droit dans les yeux. Je reçois tout le temps des appels domestiques. Habituellement, c'est un gamin qui prend la voiture de son père pour une virée et les parents veulent juste lui faire peur. Ils veulent que je joue le méchant et ensuite ils retirent les accusations le lendemain matin. Je ne joue pas à ces jeux. J'ai rencontré son regard, ma mâchoire serrée. Je ne joue pas. Torrent a hoché la tête lentement. Ce que je viens de voir est un vol de véhicule qualifié. C'est une destruction de propriété par félonie. Il a fui les lieux d'un accident. Et étant donné sa démarche, il conduisait probablement sous l'influence. Le sang ne donne à personne le droit de commettre plusieurs crimes. Si vous signez cette plainte formelle, je vais émettre un mandat d'arrêt contre lui ce soir. Votre frère va quitter sa maison menottée. Vous déposez ces accusations ou vous continuez à payer son loyer pour le reste de votre vie. Il n'y a pas de juste milieu ici. Le choix était en suspens. Pendant une fraction de seconde, le fantôme de la voix de ma mère a résonné dans ma tête. La famille pardonne, Gannon. Ne sois pas dramatique. Mais ensuite, j'ai regardé l'image figée de Brantley s'éloignant en trottinant, abandonnant le désordre pour que je le nettoie, exactement comme il l'avait fait pendant 29 ans. Donnez-moi le stylo, ai-je dit. J'ai signé le rapport de police officiel. J'ai signé la déclaration de félonie. J'ai donné à Torrent l'adresse de mes parents, là où Brantley vivait. Chaque trait de plume donnait l'impression que je coupais une corde lourde et suffocante qui était attachée autour de mon cou depuis l'enfance. Quand nous sommes retournés au parking, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler jusqu'au nom de Brantley, et j'ai cliqué sur bloquer. La guerre avait officiellement commencé, et j'allais m'assurer que j'étais le seul à rester debout. On ne lâche pas une bombe sur un écosystème familial toxique sans s'attendre à d'énormes dommages collatéraux. Dans les 2 heures qui ont suivi la signature du rapport de police, l'onde de choc a frappé. J'étais assis dans mon appartement calme, fixant un verre de bourbon pur que je n'avais pas encore siroté, quand mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur l'îlot de la cuisine. Ce n'était pas seulement mes parents qui appelaient. Le réseau avait été activé. Les singes volants déferlaient. En termes psychologiques, les singes volants sont les facilitateurs, les parents éloignés et les amis de la famille qui sont manipulés par les principaux abuseurs toxiques pour faire leur sale boulot. Ce sont eux qui exercent la pression sociale, utilisant la culpabilité comme arme pour forcer la victime à rentrer dans le rang. Ma mère, Marie, était une chef d'orchestre experte de cet orchestre tordu. Le premier appel auquel j'ai stupidement répondu était celui de ma tante Clara, la sœur de ma mère. « Gannon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle a pratiquement hurlé dans mon oreille dès que j'ai décroché. « Ta mère hyperventile dans le salon. Elle dit que tu essaies d'envoyer Brantley en prison pour un morceau de métal. C'est ton sang. Il a volé mon camion et l'a détruit, tante Clara, ai-je dit, ma voix plate. C'était un accident. Il traverse une période difficile avec son entreprise. Il était juste stressé.
Tu gagnes beaucoup d'argent. Ton assurance couvrira les frais. Comment peux-tu être si froid, si vindicatif envers ta propre famille? Retire les accusations tout de suite avant de tuer ta mère d'une crise cardiaque. Je n'ai pas discuté. J'ai juste raccroché et bloqué son numéro. Mais l'assaut ne s'est pas arrêté. Des SMS ont afflué de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tu es mort pour nous. L'argent t'a changé, frérot. J'espère que tu apprécieras ta vie vide sans famille. C'était une attaque psychologique coordonnée, conçue pour briser ma détermination et me faire me sentir complètement isolé. Ils voulaient que je croie que tenir Brantley responsable faisait de moi un monstre. Mais le summum de leur désespoir est survenu le lendemain matin. J'avais réussi à dormir peut-être 3 heures. Je suis allé au bureau tôt pour m'occuper des experts en sinistre et organiser une voiture de location. À 10 heures, j'étais en réunion logistique à fort enjeu avec le directeur de mon département, un vétéran coriace et direct nommé Marcus. Nous étions en train de tracer les itinéraires de fret pour la prochaine saison des fêtes quand le téléphone de bureau de Marcus a sonné. Il a froncé les sourcils, a vérifié l'identification de l'appelant et a décroché parce que c'était la ligne d'urgence de la réception. Marcus a écouté pendant 10 secondes, son expression passant de l'agacement à une profonde inquiétude. Il m'a regardé directement. « Il est juste ici », a dit Marcus dans le récepteur. « Je comprends. Je m'en occupe. » Marcus a raccroché le téléphone et a joint ses mains. « Gannon, c'était la réception. Votre père est au téléphone. Il prétend qu'il y a une grave urgence médicale dans votre famille et que vous souffrez actuellement d'une dépression nerveuse. Il exige que je vous force à prendre un congé immédiat et à rentrer chez lui. » Le sang a quitté mon visage. Thaddeus avait réellement appelé mon lieu de travail. Il essayait de compromettre ma carrière, ma subsistance, juste pour me forcer dans une pièce où il pourrait m'intimider physiquement pour que je retire les accusations de félonie. Ils étaient prêts à réduire ma réputation professionnelle en cendres pour sauver Brantley d'une nuit en prison. J'ai pris une lente et profonde inspiration, maintenant un contact visuel absolu avec Marcus. Marcus, je suis parfaitement sain d'esprit. Mon frère a commis un vol de véhicule qualifié et a détruit mon véhicule la nuit dernière. J'ai porté plainte pour crime contre lui. Mon père essaie d'utiliser mon emploi comme levier pour me forcer à les retirer. Il n'y a pas d'urgence médicale. Marcus m'a regardé longuement. Dans le monde de la logistique d'entreprise, le drame est un passif. Mais Marcus était aussi un homme qui respectait les faits concrets et le zéro. Il a pris son téléphone, a composé la réception et a mis en haut-parleur. « Passez le père », a ordonné Marcus. Un clic, puis la voix forte et autoritaire de Thaddeus a rempli le bureau. « Écoutez-moi bien. Mon fils ne va pas bien. Il prend des décisions légales erratiques et il doit rentrer immédiatement. Je suis son père et j'exige, Monsieur Reyes », Marcus l'a interrompu, sa voix comme de l'acier glacial. Ici Marcus Vance, directeur de la logistique. Gannon est l'un de mes managers les plus essentiels. Il est en parfaite santé mentale et mène actuellement des affaires critiques pour l'entreprise. Si vous rappelez un jour cette ligne d'entreprise pour harceler mon employé avec des problèmes personnels inventés, je ferai en sorte que notre équipe juridique d'entreprise dépose une ordonnance restrictive contre vous pour harcèlement au travail. Nous nous comprenons? Il y eut un silence stupéfait, suffocant à l'autre bout. Thaddeus, un homme habitué à intimider tout le monde sur son passage, venait de se heurter à un mur de réelle autorité. Il a balbutié quelque chose d'inintelligible et a raccroché. Marcus m'a regardé. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour la police et l'assurance, Gannon. Ne les laissez pas vous déstabiliser. » J'ai quitté le bureau ce soir-là avec un étrange et sombre sentiment de puissance. Ils avaient tiré leur meilleur coup. Ils avaient essayé la culpabilité, la pression familiale et le sabotage professionnel, et j'étais toujours debout. Je suis rentré à mon appartement, me suis servi un autre verre de bourbon et j'ai désactivé toutes les notifications sur mon téléphone. Le silence dans mon salon n'était plus solitaire. Il était stratégique. Je n'étais pas brisé. J'étais en train de calculer, mais juste au moment où je m'asseyais sur le canapé, un coup sec et lourd a résonné à ma porte d'entrée. Ce n'étaient pas les coups erratiques de mes parents. C'était un coup mesuré, délibéré. Qui attendait de l'autre côté? J'ai posé mon verre de bourbon sur la table basse, chaque muscle de mon dos se tendant. J'ai regardé par le Judas.
dans le couloir faiblement éclairé de mon immeuble, se tenait un homme portant une veste en jean délavé, tenant une mallette en cuir abîmée. C'était l'oncle Ayan, le frère aîné de mon père, l'homme qui m'avait acheté la montre que Brantley avait mise en gage il y a des années. J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte. Ayan semblait plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu, les rides autour de ses yeux creusés plus profondément par le temps et probablement par l'épuisement de partager l'ADN avec mon père. Il n'a pas offert de salutations chaleureuses. Il est juste entré, a regardé mon appartement calme et méticuleusement propre, et a hoché la tête. J'ai entendu parler du camion, a dit Ayan, sa voix un murmure grave. Votre père a appelé tous les parents à l'ouest du Mississippi, hurlant que vous avez perdu la tête et que vous essayez de tuer le nom de la famille. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Et qu'en pensez-vous, oncle Ayan? Êtes-vous ici pour me dire que le sang est plus épais que l'eau? Êtes-vous ici pour être un autre singe volant? Ayan a laissé échapper un rire sec et dur. Il a ouvert sa mallette et a sorti une petite clé USB argentée, la jetant sur le comptoir en granit. Elle a atterri avec un claquement sec. Non, Ganon, je suis ici pour t'apporter l'appel. J'ai fixé la clé USB, puis lui. Qu'est-ce que cette assurance? A répondu Ayan, s'asseyant lourdement sur un tabouret de bar. J'ai vu Thaddeus et Marie te détruire pendant 30 ans pour construire un piédestal pour ce parasite sans valeur que tu appelles ton frère. Je savais que ce jour viendrait. Cette clé contient des centaines de captures d'écran, de SMS, de mails, de virements bancaires. Je suis le comptable de la famille. Rappelle-toi, tes parents sont complètement fauchés, Ganon. Ils ont 3 mois de retard sur leur hypothèque. Et la raison pour laquelle ils sont fauchés, c'est parce que Brantley les extorque. J'ai senti mes sourcils se froncer. Les extorquer? Comment? Chaque fois qu'il a besoin d'argent, il menace de se faire du mal, a dit Ayan avec dégoût. Il envoie des SMS à ta mère en disant qu'il va sauter d'un pont si elle ne lui vire pas $2000 pour ses dépenses professionnelles et elle y croit à chaque fois. Il les vide, puis il se retourne et essaie de te vider. Mais ce n'est pas le pire. Ayan s'est penché en avant, ses yeux fixant les miens. L'intensité de son regard a fait dresser les poils sur mes bras. Je devais te demander quelque chose, Ganon. Comment Brantley a-t-il eu les clés de ton camion? Tu as dit à la police que tu gardais le double dans un coffre-fort ici, dans ton appartement. Oui, ai-je dit, mon pouls martelant soudainement mes oreilles. Oui. As-tu vérifié le coffre-fort? A demandé Ayan doucement. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'au placard du couloir, et j'ai tapé le code dans le petit coffre-fort métallique boulonné à l'étagère. J'ai tendu la main à l'intérieur. Mon passeport était là. De l'argent de secours était là. La télécommande de rechange du F250 avait disparu. J'ai fixé l'espace vide, mon esprit tourbillonnant violemment. Tes parents ont organisé un dîner de famille dimanche dernier, n'est-ce pas? A demandé Ayan depuis la cuisine. Tu es allé chez eux. Tu as laissé ton manteau d'hiver sur le porte-manteau dans le couloir. Une vague de nausée glaciale pure m'a envahi. Oui. Marie s'en est vantée auprès de ma femme au téléphone il y a 2 jours, a dit Ayan, sa voix dégoulinante de venin. Brantley leur a dit qu'il avait un rendez-vous avec une fille hors de sa ligue et qu'il avait besoin d'un véhicule qui projetait de la richesse. Il a fait une crise de colère. Alors, pendant que tu étais assis à table, mangeant le rôti que ta mère avait préparé, elle s'est glissée dans le couloir, a fouillé les poches de ton manteau, a trouvé les clés de ton appartement, est venue ici pendant que Thaddeus te tenait en conversation, et a pris la clé de rechange du camion de ton coffre-fort. Ils ont prémédité toute l'affaire, Ganon. Ils lui ont donné la clé. Le sol semblait s'incliner sous mes pieds. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas Brantley qui trouvait ivre une clé que j'avais laissée tomber. C'était un vol coordonné, calculé, orchestré par les 2 personnes qui m'avaient mis au monde. Tout cela pour que leur précieux enfant chéri puisse jouer au milliardaire l'espace d'une nuit. La trahison était si absolue, si profondément maléfique qu'elle a complètement oblitéré la dernière petite braise de culpabilité qui me restait. J'ai ramassé la clé USB, mes doigts serrant le métal froid. Ayan s'est levé, boutonnant sa veste. Il pense que tu vas céder, a dit Ayan. Il pense que ton silence au téléphone aujourd'hui signifie qu'ils sont en train de te briser. J'ai regardé mon oncle, un sourire froid et prédateur se dessinant lentement sur mon visage. Laissez-les penser ça, ai-je chuchoté.
On n'interrompt jamais ses ennemis quand ils sont occupés à creuser leur propre tombe. Je vais les laisser creuser celle-ci si profondément qu'ils ne reverront plus jamais le soleil. Si vous êtes complètement dégoûté par ce que les parents de Ganon ont fait et que vous voulez les voir affronter le karma ultime, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Merci beaucoup, car ce qui se passera dans les 48 prochaines heures va les détruire. S'il y a une chose que vous devez savoir sur les narcissiques extrêmes, c'est qu'ils croient être complètement intouchables jusqu'à ce que les menottes se referment. Après que mon oncle ayant ait quitté mon appartement ce soir-là, me remettant la clé numérique de la ruine financière absolue de mes parents, je n'ai pas pu dormir. J'étais assis sur mon canapé avec mon ordinateur portable dans le noir, observant l'empreinte numérique de mon frère. Effectivement, juste après minuit, Brantley est passé en direct sur Instagram. Il était dans un salon du centre-ville faiblement éclairé, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, tenant un cocktail bon marché comme s'il s'agissait de champagne coûteux. Il tenait la cour pour ses quelques 80 abonnés, se vantant d'une énorme affaire immobilière qu'il était censé conclure. Il semblait totalement imperturbable. Il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité sur son visage pour avoir détruit un véhicule de 80 000 $ quelques heures auparavant. Il pensait s'en être sorti. Il pensait, comme toutes les autres fois au cours de ses 29 ans de vie, que maman et papa avaient balayé son désordre sous le tapis. Mais je savais quelque chose qu'il ignorait. L'officier taurin ne jouait pas à des jeux et les mandats d'arrêt pour crime à Denver sont exécutés avec une extrême rigueur. J'ai regardé le direct avec attention. À exactement 12h45 du matin, la musique en arrière-plan de la vidéo de Brantley s'est soudainement coupée. Brantley a eu l'air confus, retirant ses lunettes de soleil. Une voix hors champ, forte et autoritaire, a crié son nom complet. Puis la caméra a violemment basculé sur le côté, tombant de la table et atterrissant face visible sur le sol collant du salon. L'audio a tout capturé parfaitement. C'était le son d'un policier informant Brantley qu'il était en état d'arrestation pour vol de véhicule qualifié, destruction de propriété par félonie et fuite des lieux d'un accident. J'ai écouté mon frère, le soi-disant entrepreneur dur à cuire, commencer à pleurer instantanément. Il a supplié les policiers, hurlant que c'était un malentendu, hurlant de les appeler son père. Le direct s'est brutalement terminé lorsqu'un officier a vraisemblablement marché sur le téléphone. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence dans mon appartement était profond, mais je savais que la paix ne durerait pas. Les retombées d'un drame familial toxique ne sont jamais silencieuses, et la tempête est arrivée exactement 1 heure plus tard. À 2 heures du matin, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée si fort que le bois a effectivement gémi dans son cadre. Ce n'était pas un coup poli. C'était le martèlement frénétique et agressif d'un animal acculé. Je me suis dirigé vers la porte, vérifiant le Judas. C'était Thaddeus et Marie. Les cheveux de ma mère étaient complètement ébouriffés, son mascara coulant sur ses joues en épaisse traînée noire. Le visage de mon père était violet de pure rage. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte, en gardant la chaîne attachée. « Ouvre cette porte tout de suite, Ganon. » Mon père a rugi, poussant son épaule contre le bois. La chaîne s'est tendue avec un claquement sec. « Appelle le commissariat. Appelle-les tout de suite et dis-leur que tu as fait une erreur. Ils ont ton frère dans une cellule de détention comme un criminel de droit commun. » C'est un criminel, ai-je dit, ma voix dangereusement basse et complètement calme. Il a volé un camion de 80 000 $ et l'a projeté contre un pilier en béton. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Ma mère a poussé son visage dans l'interstice de la porte, sanglotant hystériquement. Ganon, s'il te plaît. Il pleure. Ils lui ont retiré ses lacets. Il est terrifié. Tu dois arranger ça. Tu es son frère aîné. Tu es censé le protéger. Nous sommes une famille. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance. La femme qui avait systématiquement volé les clés de mon appartement dans mon manteau d'hiver juste pour que son précieux enfant chéri puisse faire une virée. La pure audace de ses larmes me dégoûtait. Tu n'as plus le droit d'utiliser le mot « famille », ai-je dit, fixant ses yeux paniqués. La famille ne fait pas les poches de son propre fils lors d'un dîner dominical. La famille ne donne pas une clé de rechange à un ivrogne, un chômeur, pour qu'il puisse jouer au milliardaire. Je sais ce que tu as fait, maman. Ayant m'a tout raconté. Je suis au courant de l'extorsion.
Je suis au courant de la faillite. Je sais que tu as volé ma clé. Marie a halté, faisant un pas en arrière soudain, comme si je l'avais frappée physiquement. La couleur a complètement fui son visage. Thaddeus a flanché, sa posture agressive s'effondrant instantanément dans un choc défensif. Ils ont réalisé à cet instant précis que leur secret était révélé. La réalité sombre et pathétique de leur dynamique familiale avait été mise en lumière. « Écoute-moi bien », a balbutié Thaddeus, pointant un doigt tremblant à travers l'ouverture de la porte. « Je suis ton père, et j'exige que tu retires ces accusations. Tu nous dois. Nous t'avons élevé. » J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur le bord de la porte, me préparant à la claquer. « Tu n'as pas élevé un fils, papa, ai-je dit, laissant la finalité absolue de mes mots s'enfoncer dans l'air froid du couloir. Je n'ai pas détruit cette famille. C'est toi qui l'as fait. Tu as choisi de nourrir ses illusions. Tu as choisi de lui donner la clé de ma propriété. Tu as choisi ton fils. Maintenant, tu dois trouver comment le sauver pendant que la banque saisit votre maison. Je me choisis. » Thaddeus a ouvert la bouche pour crier à nouveau, mais rien n'en est sorti. La froideur absolue dans mes yeux a finalement percé son arrogance. Il a réalisé dans ce couloir austère qu'il n'avait plus aucun levier. Je n'étais plus un enfant effrayé. J'étais un homme indépendant et riche, et il était un échec en faillite dont le fils préféré échangeait actuellement un costume sur mesure contre une combinaison orange. Je leur ai tourné le dos, j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je suis entré dès que les portes se sont ouvertes. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque les portes métalliques se sont refermées, les coupant de ma vie pour toujours. Le contraste entre nos vies dans les semaines qui ont suivi était presque poétique dans son ironie. Parce que j'avais déposé un rapport de police important et que Brantley avait été reconnu coupable de vol qualifié, ma compagnie d'assurance a traité ma réclamation sans aucun problème. 3 semaines après le procès, un chèque certifié pour la somme totale de 80 000 $ est arrivé par la poste. Je ne l'ai pas déposé sur un compte d'épargne. J'ai appelé un service de covoiturage, je suis retourné directement chez le même concessionnaire Ford et je suis entré dans l'enceinte. Le vendeur m'a reconnu immédiatement. Je lui ai tendu le chèque et lui ai dit que je voulais exactement le même camion, mais cette fois-ci, je voulais la mise à niveau de la finition Platinum, la suspension tout-terrain personnalisée et le système audio Premium. J'ai payé la différence en espèces. Quand je me suis assis sur le siège conducteur de ce nouveau F250 impeccable, mes mains serrant le volant en cuir frais, l'odeur de voiture neuve emplissant l'habitacle, j'ai ressenti un sentiment de victoire écrasant. Ce camion n'était pas seulement un véhicule. C'était un monument à mes limites. Pendant ce temps, par le biais du bouche-à-oreille familial, la réalité de la situation de mes parents m'est parvenue. Parce que Brantley a été condamné à payer une restitution à la compagnie d'assurance, et qu'il n'avait pas d'argent, les avocats de l'assurance ont mis de lourdes sûretés sur le peu d'actifs qu'il restait à mes parents, car ils étaient liés à certaines de ses dettes plus anciennes. Thaddeus a été contraint de sortir de sa retraite et de prendre un emploi de réceptionniste dans un grand magasin de bricolage juste pour maintenir les lumières allumées. Marie a dû vendre ses bijoux et commencer à découper des coupons. Ils se noyaient dans l'exacte misère qu'ils avaient essayé de me faire subir. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé, elle s'était complètement inversée. L'enfant invisible conduisait un camion de luxe vers un emploi d'entreprise à 6 chiffres, et les facilitateurs balayaient les sols pour payer les dettes d'un criminel. Le temps est le filtre ultime de la vérité. 1 an plus tard, j'étais assis sur l'immense balcon en cèdre de la nouvelle maison de ville que j'avais achetée dans les contreforts des montagnes rocheuses. L'air du soir était vif, le ciel peint de profondes nuances de violet et d'orange alors que le soleil plongeait derrière les sommets. Je buvais une bière fraîche, écoutant le vent bruire à travers les pins. Ma vie était incroyablement paisible. Pas d'appel d'urgence à minuit. Pas d'argent manquant, pas d'anxiété quant à la prochaine catastrophe que je devrais nettoyer. Ce matin-là, j'avais vérifié ma boîte aux lettres et trouvé une simple enveloppe blanche. L'adresse de l'expéditeur était celle du département des corrections du Colorado. C'était de Brantley. J'ai apporté l'enveloppe sur le balcon avec moi. Je l'ai ouverte lentement, faisant glisser une seule feuille de papier ligné jaune. L'écriture était désordonnée, précipitée. Ganon, disait la lettre, la prison est un enfer. La nourriture est dégueulasse, et je n'arrête pas de me battre. Maman dit que tu as acheté une nouvelle maison. Ça doit être sympa. Écoute, j'ai besoin que tu mettes de l'argent sur mon compte cantine.
Juste 500 $ pour que je puisse avoir des collations décentes et du savon. Tu me dois au moins ça pour m'avoir mis ici. Ne sois pas avare, Brantley. J'ai lu la lettre 2 fois, 1 an dans une cellule en béton, et il n'avait pas changé d'un seul iota. Il n'y avait aucune excuse. Il n'y avait aucune prise de conscience de ses actions, juste la même arrogance toxique stupéfiante, exigeant de l'argent de l'homme qui l'avait volé. L'ancien Gannon, l'enfant invisible, aurait ressenti un pincement de culpabilité. Il aurait rationalisé que 500 $ n'était plus beaucoup d'argent pour moi et que Brantley souffrait. Le nouveau Gannon a juste souri. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une indifférence totale et absolue. J'ai plié le papier jaune, je suis retourné dans ma cuisine et j'ai mis la lettre directement dans mon destructeur de documents robuste. J'ai regardé les dents métalliques tranchantes tirer le papier vers le bas, découpant les demandes de Brantley en minuscules bandes illisibles de déchets. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je l'ai simplement laissé crier dans le vide. Le vrai pouvoir ne consiste pas à se venger. Il ne s'agit pas de crier le plus fort ou de faire souffrir l'autre personne. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de s'éloigner et de ne jamais, jamais regarder en arrière. C'est la réalisation que vous n'êtes pas obligé de vous immoler pour réchauffer des personnes toxiques. Même si vous partagez le même nom de famille, la justice n'a pas détruit ma famille. Ma famille s'est détruite elle-même. La justice m'a juste permis de leur survivre enfin. Maintenant, je regarde la vie tranquille que j'ai bâtie. Mon camion impeccable est garé en toute sécurité dans mon propre garage privé. Mes comptes bancaires sont sécurisés. Ma santé mentale est la meilleure qu'elle ait jamais été. Mais de temps en temps, j'entends par un cousin éloigné que Thaddeus et Marie racontent encore à quiconque veut bien les écouter que je suis le méchant de l'histoire. Ils murmurent encore que je suis allé trop loin, qu'envoyer ma propre chair et mon propre sang en prison d'État pour un morceau de métal est sans cœur et cruel. Alors, je vous laisse, vous, le jury d'Internet. Après avoir entendu parler des fonds universitaires volés, de la montre mise en gage, de la dette forcée de 15 000 $ et de la destruction absolue de mon camion de rêve à 80 000 $, avais-je raison de porter plainte pour crime et d'envoyer mon frère en prison, ou aurais-je dû lui pardonner une dernière fois pour maintenir la paix dans la famille? Faites-moi part de votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si vous croyez en la mise en place de limites infranchissables, en la rupture avec les membres toxiques de votre famille et en la défense de vous-même, quel qu'en soit le coût, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. D'autres histoires arrivent. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul lorsque vous choisissez de protéger votre paix.